One Piece, c'est plus de 1000 épisodes. Parmi ceux-là, certains nous ont fait pleurer, d'autres rire et très souvent on a pu être hypé. Ce qui nous a valu, avec ce nombre absurde d'épisodes, d'avoir droit à de vraies pépites, qui parfois recèlent de détails que vous n'avez peut-être pas remarqué. Aujourd'hui, on va voir les épisodes les plus particuliers de l'anime, puisqu'il se pourrait bien que vous les ayez loupés ou pas entièrement compris. On se retrouve en plein dans la guerre de Marineford. Les combats font rage, des persos qu'on connaît très bien se déchaînent et on se rend compte du gigantesque Battle Royale que cette guerre représentait en réalité. On se rend aussi surtout compte que pour les gens normaux, c'était très loin d'être la bataille héroïque de pirates qui voulaient sauver leurs frères d'armes, mais plutôt un événement assez chiant qui les empêchait de vivre normalement. On fait un bond en avant de 2 ans sur l'île de Sabaody où on fait la connaissance de... On connaît pas le nom de la moitié des personnages de cet épisode, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est fan de Nami et écrit justement une lettre pour lui remettre. Quand elle s'apprête à partir la livrer, sa mère l'arrête pour lui parler de leurs voisins, 2 frères, tous les 2 marines, qui il y a 2 ans ont combattu à Marineford. On change d'ailleurs de pauvre, puisque maintenant c'est celui des marines qu'on suit. 2 ans en arrière, en plein pendant la guerre au sommet. L'un des 2 frères ne s'en sort pas de fou et son frère cadet lui fait comprendre que s'il se fait pas promouvoir dans la marine, c'est justement à cause de ça. De retour dans le présent, on voit maintenant des gens discuter dans un bar. C'est des marines qui ont eux aussi participé pendant la guerre au sommet. Et ils sont justement en train de donner leur avis sur certains pirates. On a même l'impression de participer à un débat Twitter puisqu'ils sont en train de faire un classement pour savoir qui est le meilleur sabreur. L'un dit que c'est Mihawk, tandis que l'autre mentionne Zoro, qui est d'ailleurs justement présent dans le bar. Les marines vont même commencer une session vanne sur lui et ça va l'énerver. Comme il n'y a pas de ralentir, de retour chez la fangirl de Nami, on comprend enfin comment elle va lui remettre la lettre. En fait, le fameux message du 3D 2 years que Luffy avait dessiné sur son bras pour indiquer quand l'équipage devait se retrouver a été compris par la jeune fille. Elle sait que si elle veut les croiser, c'est aujourd'hui ou jamais qu'elle doit y aller. Et justement, elle doit les retrouver sur le port de Sabaody. Le problème, c'est que la marine aussi a compris le message. Ils ont même prévu d'utiliser une arme pour se débarrasser de l'équipage au chapeau de paille. Pour utiliser cette arme, ils ont besoin d'un passe-partout et c'est le frère cadet qui est chargé de garder cette clé. On repasse sur la fan de Nami qui est toujours sur le chemin du port. Elle se fait ralentir par plusieurs choses. En premier, une foule déchaînée pendant un concert de Soul King, aka Brook, puis par Perona qui va la ralentir à cause de son pouvoir. Et d'ailleurs, tout au long de l'ép, on va voir pas mal de personnages importants. Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, elle va surtout croiser l'un des 2 frères marines qui, sans faire exprès, va prendre la lettre qu'elle voulait donner à Nami. La fille complètement désespérée va rencontrer Usopp qui va l'aider à retrouver le marine qui a ramassé sa lettre et il est justement allé dans le bar qu'on a vu plus tôt. On voit que les marines continuent leur débat sur les pirates, ils vont encore une fois parler de Zoro, mais cette fois-ci c'est Sanji qui apparaît et qui se mange une session vanne. Pendant ce temps, la jeune fille s'est faufilée sous la table pour récupérer sa lettre dans le sac du marine. Elle s'empare d'abord du passe-partout de la marine qui se trouve dans une enveloppe similaire, mais elle se retrouve coincée avant d'atteindre sa lettre. Le frère aîné de la marine entre dans le bar et réprimande son jeune frère pour avoir perdu son temps ici, mais il est interrompu par un des clients qui lui demande qui est son pirate préféré. Au début, il veut pas vraiment répondre, c'est un peu normal, ça reste quand même un marine. Et c'est pas terrible de commencer à dire du bien des Hops, mais en réalité, il y en a bien un pour lequel il ne peut s'empêcher d'éprouver de l'admiration. Et ce pirate, c'est Luffy. Mais pour comprendre pourquoi il ressent ça, pour le chapeau de paille, il faut revenir 2 ans en arrière. Le chaos à Marineford frappe toujours, mais cette fois-ci, on est du point de vue de la marine. Tout le monde galère et en particulier le frère aîné qui se retrouve coincé sous la jambe d'un géant. Il arrive à se libérer grâce à un gigantesque bateau qui tombe du ciel, puis il entend son frère au loin à l'agonie, mais les explosions continuent et partir à la rescousse de son petit frère serait trop dangereux. Alors par peur, il s'apprête à l'abandonner, mais au dernier moment, il entend Luffy tout donner pour aller sauver Ace, et la motivation du pirate l'oblige lui-même à aller sauver son frère, malgré tous les dangers auxquels il va devoir faire face. Après ces événements, il considère que son frère n'est toujours en vie que grâce à Luffy. On retourne dans le présent cette fois-ci, et on retourne aussi dans le bar. Lorsqu'ils apprennent soudainement que l'équipage du chapeau de paille a été retrouvé, les 2 frères se précipitent hors du bar, la jeune fille en profite pour s'enfuir elle aussi et se rendre au port quand elle se rend compte qu'elle avait raison au sujet des retrouvailles de l'équipage. Le problème, c'est qu'elle se retrouve encore une fois dans le chaos généré par un combat de Luffy. On voit notre protagoniste se battre face à des pacifistas. On change encore une fois de point de vue parce que du côté de la fille, malgré le chaos, elle réussit toujours à s'en sortir et est à
deux doigts de voir l'équipage du chapeau de paille, mais se fait stopper par un des soldats chargés d'utiliser l'arme. Par contre, elle réussit à se libérer. Elle part en courant vers le bateau en esquivant tous les soldats sur sa route et les ralentit suffisamment pour que l'équipage du chapeau de paille puisse s'enfuir. Bon, la marine a vraiment 0 sur 20 dans cet épisode par contre. Au final, elle ne parvient pas à livrer sa lettre à Nami, mais avec un peu de chance, entre les vagues, elle réussit à apercevoir son idole en vrai. Bon, dans cet épisode, l'ambiance de One Piece est parfaitement reproduite, bien que l'animation ait un style hyper différent. En plus, les changements de point de vue nous permettent de redécouvrir les événements ici de façon beaucoup plus réaliste. Par exemple, du point de vue de la fratrie, les images deviennent beaucoup plus sombres et grises quand on arrive sur Marineford. La couleur revient seulement quand Luffy débarque avec sa motivation. Comme je l'avais dit plus tôt, il y a aussi des petits caméos assez cool que chaque perso fait. On a vu Usopp, Perona, Zoro, Sanji, mais aussi Rayleigh, Chopper et Robin. Ils apparaissent dans des scènes pas très importantes et majoritairement humoristiques, mais justement ça permet de marquer le fait qu'ici c'est pas les persos principaux. On a aussi une vision plus globale de comment les pirates sont vus dans le monde, puisque je vous le rappelle, la majorité de la population, ils en ont rien à foutre du One Piece, et ils apprécient pas vraiment la piraterie, même s'ils peuvent être admiratifs de leur force. D'ailleurs, je crois que je serais assez admiratif aussi si vous vous abonniez, puisqu'on est actuellement assez proche de l'ultime objectif des 10 000 abos. L'épisode commence avec Luffy mort. Il est censé avoir été tué par Kaido, le truc c'est qu'il bouge toujours. On entend même un son de tambour sortir de son corps, ce qui annonce l'arrivée de Joy Boy. Bon, je vais pas vous expliquer tout en détail parce que quel œil regarderait cette vidéo sans avoir vu One Piece hein. Mais en gros, Joy Boy c'est un peu la figure de la liberté, un mec qui a vécu 800 ans en arrière pendant le siècle oublié. Et c'est aussi le mec à l'origine de toute l'histoire vu que c'est lui qui a créé le One Piece en vrai. Son esprit s'est donc réveillé 800 ans plus tard dans le fruit de Luffy et a déclenché le Gear 5. Peut-être la transformation ultime du fruit du chapeau de paille. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on découvre que depuis le début, on nous avait menti sur la nature de son fruit. Puisqu'en vrai, il a pas le paramécia du caoutchouc, mais le Zoan de l'humain, modèle Nika. On n'est pas les seuls surpris puisque tous ceux qui pensaient vraiment qu'il était mort sont tous aussi choc-barres que nous. Nami, Sanji, Chopper, un peu tout l'équipage en fait, avait perdu tout espoir. Et Kaido, son adversaire, aussi est étonné. Même Luffy se demande pourquoi et comment il tient encore sur ses deux jambes. Et avec l'éveil du fruit de Luffy, son adversaire vient de se rendre compte qu'il va devoir se battre face à un mec qui peut littéralement changer tous les éléments avec la seule force de son imagination. Ce qui est déjà pas rien, je vous l'accorde, mais qui est encore pire quand on se rend compte que le mec, bah c'est Luffy quoi. De l'imagination, il en a à revendre, et c'est d'ailleurs ce qu'il va prouver dans ce combat. Les transformations s'enchaînent à la limite de l'absurde, carrément arrêté Oda, j'ai l'impression de regarder un épisode de Guy et les cafards là. Mais en tout cas, on comprend la nouvelle dynamique du combat. Cet épisode, c'est la première apparition d'une transformation qui a bouleversé le monde de One Piece, mais aussi l'internet tout entier. C'est un peu le début des changements majeurs que Luffy s'apprête à faire dans le globe, et c'est intéressant d'observer comment la transformation est animée. Parce que c'est peut-être l'épisode le plus important de One Piece, mais ça reste aussi l'épisode le plus goofy de l'œuvre. L'inspiration des cartoons est complètement assumée avec les interactions de Luffy, et juste pour le bordel que ça a causé sur Twitter avec tous les mèmes qui sont sortis, cet épisode est mémorable. L'épisode démarre avec le passé de Robin. Elle se retrouve plongée dans le chaos après que le gouvernement mondial ait lancé un plan de destruction sur son île. Les habitants de l'île faisaient des recherches sur le siècle oublié, ce qui contrariait le gouvernement, puisque ces recherches pourraient complètement bouleverser le monde, ainsi que détruire le pouvoir des dirigeants actuels. Pour échapper à la mort, Robin est donc obligée de fuir l'île, et finit par partir grâce à l'aide de Zoro. D'ailleurs, Aokiji aurait pu l'arrêter, mais a décidé de la laisser s'échapper en lui disant qu'elle devrait se sentir heureuse de pouvoir s'en sortir saine et sauve. Bon, par contre, elle réussit à s'échapper, mais il y a toujours le gouvernement à ses trousses, puisqu'elle va se manger une prime de 79 millions de berries à seulement 8 ans. Vas-y, fuck le gouvernement, fuck leur SAF, est-ce que c'est pas la même chose au final? À cause de cette prime, elle va se faire rejeter ou trahir par tous les foyers où elle va essayer de se rendre. Elle sera même surnommée l'enfant démoniaque, c'est d'ailleurs un peu un foreshadowing de son ultime transformation sur Onigashima,
On retourne cette fois dans le présent, elle s'est fait capturer par la marine, l'équipage au chapeau de paille est quand même présent et décide de tout donner pour la sauver. Mais Robin leur dit qu'elle ne veut pas de leur aide, car comme tous ceux qui ont voulu l'aider au cours de sa vie, elle ou eux finiraient par se trahir au bout d'un moment. Le marine qui a capturé Robin leur dit lui aussi de partir, puisqu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir face au gouvernement mondial. Mais pour le faire taire, Luffy ordonne à Sogeking, et pas à Usopp, de brûler l'étendard symbolisant le pouvoir du gouvernement. Après ça, aucun retour en arrière n'est possible, c'est une déclaration de guerre au monde entier qui vient d'être commis. Mais tout l'équipage reste impassible. Robin, touchée par la dévotion de ses camarades, comprend qu'après ça, ils ne la trahiront jamais, et elle décide enfin d'exprimer son plus grand souhait. Cet épisode est sûrement l'un des plus profonds de One Piece. Déjà, on est dans un schéma assez similaire à tous les autres arcs, avec l'équipage qui débarque sur une île et qui essaye de sauver toute une population de ses bourreaux. Mais cette fois-ci, c'est assez différent, puisque l'équipage tout entier n'est là que pour une seule personne, Robin. En plus, ils vont pas se battre uniquement contre une faction de personnes, mais déclarer la guerre contre le gouvernement tout entier, uniquement pour sauver un seul d'entre eux. C'est la représentation parfaite du tous pour un, et c'est dans ça que toute la beauté de cet épisode réside. L'épisode démarre avec un flashback du passé de Nami. Elle discute avec Arlong d'un marché. L'homme poisson qui avait assiégé son île lui propose 100 millions de berries en échange de la liberté et celle de son île. Et la future Mugiwara, toujours petite à cette époque-là, accepte. On se retrouve maintenant dans le passé et cette fois-ci, on voit encore une fois la marine sous toute sa splendeur. Un soldat random de la marine vient récupérer tout l'argent que Nami a volé au cours de sa vie pour sauver son village. Plus tôt, on apprend que ce colonel de la marine a été envoyé par Arlong lui-même pour qu'il puisse trahir tranquillement le marché qu'il avait passé avec la navigatrice. La marine est donc plus corrompue qu'on ne le pensait, puisque les autres exemples de corruption qu'on avait, ils étaient pas vraiment liés aux pirates. Là, la différence c'est qu'ils sont intimement liés aux plus gros bandits d'East Blue, et d'ailleurs ils vont pas traîner pour retrouver le trésor de Nami, qui va l'énerver et la pousser à les attaquer. Elle se fera stopper par sa sœur Nojiko, mais le colonel va pas hésiter une seule seconde pour tirer une balle qui touchera directement la sœur de Nami. Heureusement, elle se fera soigner par les habitants de l'île, mais la colère de Nami, elle, est tellement grande qu'elle part directement confronter ses bourreaux. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez forte. Se battre face à Arlong et son équipage d'hommes poissons, c'est se jeter directement vers une mort certaine. Mais malgré ça, le village tout entier, eux aussi, comptent lui faire face à cause de sa trahison envers Nami. La cartographe se retrouve plongée dans le désespoir de voir son village décimé par l'équipage d'Arlong, et par dégoût envers son adhésion à cette organisation, elle décide de se planter un couteau vers la preuve de son appartenance à ce groupe. Luffy l'arrête et Nami finit par enfin lui demander de l'aide. Évidemment, l'équipage ne peut qu'accepter la mission et s'en va pour détrôner Arlong et son équipage de leur place. Mesdames, messieurs, on s'attaque sûrement à l'épisode avec le plus de symbolisme dans l'arc East Blue. Déjà, en premier temps, le fait que Luffy confie son chapeau à Nami, c'est-à-dire son bien le plus précieux, montre la confiance qu'il lui porte. Puis, la mutilation de Nami montre son dégoût pour la faction qu'elle a décidé de rejoindre. Elle est impuissante face à Arlong et ses hommes, et attaque donc le seul membre de cet équipage qu'elle puisse attaquer, c'est-à-dire elle-même, en visant directement la marque de son appartenance à ce groupe. D'ailleurs, parlons rapidement de ce tatouage. C'est une marque qui ressemble un peu à celle que les dragons célestes pourraient laisser sur leurs esclaves. Et le parallèle est tout trouvé. Dans les deux cas, l'oppresseur laisse cette marque sur sa victime pour symboliser ses chaînes. Cet épisode est une entrée sur toute la cruauté de l'univers de One Piece et nous ouvre les portes sur des futurs événements sans qu'on s'y attende vraiment. En plus, c'est le début du schéma qu'on a dans tous les prochains arcs, ce qui montre que cet épisode est bien plus important qu'on pourrait le penser. Luffy et Chopper cherchent Usopp sur le Vogue Mary après s'être échappé d'Enies Lobby et avoir sauvé Robin. Ils demandent même à Sogeking s'il ne l'a pas vu, mais il leur dit qu'il vient tout juste de partir sur une barque. Pendant ce temps, Nami vérifie sur le bateau s'il n'y a aucun intrus, puisque juste avant de partir, tout l'équipage a entendu une voix assez étrange. Tellement étrange qu'elle semblait venir du bateau lui-même. Bon, ils sont pas devenus schizo, hein, aussi fou que ça pourrait paraître, c'est vraiment arrivé, et c'est pas
pas la première fois, puisqu'on apprend qu'Usopp aussi avait déjà entendu le Merry parler. Il l'avait même vu se réparer lui-même. Ah, vous voulez une explication genre? Bah, il y en a pas vraiment, c'est juste un truc craft par Oda pour justifier que le Merry soit toujours fonctionnel jusque là, parce que ouais, ça fait un petit moment que Luffy et ses compagnons naviguent avec lui, et honnêtement, bah il est bien bousillé. Il va même d'un coup se briser en deux. Luffy complètement choqué va demander de l'aide à Iceberg, un charpentier, pour l'aider, mais rien ne peut être fait pour le Merry à présent. C'est la fin de son voyage, et même le plus grand des charpentiers ne pourra le sauver. La dernière chose que l'équipage peut faire pour lui, c'est de le laisser partir dignement. Luffy décide de le brûler pour le laisser s'enfoncer dans les fonds marins, bien que le ciel soit dégagé, de la neige commence à tomber, et le silence accompagné du bruit des flammes sur le bateau est coupé par la voix du Merry. Le bateau s'adresse directement à eux pour leur dire ses dernières paroles, et finalement... ils sont pas schizo, bordel, le bateau parle vraiment, c'est une folie. Désolé, c'était censé être une scène triste, mais ce truc m'a beaucoup trop fait tilt. L'épisode se finit avec les larmes de l'équipage. Luffy avoue qu'il aurait dû mieux s'occuper du Merry, que Zoro, Sanji aussi, et qu'Usopp n'était pas franchement doué pour le réparer. Mais que malgré tout ça, les aventures passées ensemble resteront inoubliables. One Piece, c'est un anime avec des arcs mémorables. Chaque épisode nous transporte vers de nouvelles aventures qui, malgré le temps qui passe, restent des souvenirs fantastiques. Le moi du collège qui enchaînait les épisodes jusqu'à la tombée de la nuit, et encore si je dormais, aime toujours autant se poser devant son écran que le moi qui actuellement écrit cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire revivre ces épisodes, et si j'ai réussi à vous emmener dans ce voyage nostalgique pendant ne serait-ce qu'une seule seconde, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. On n'y pense pas, mais c'est le meilleur moyen de soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus pour la prochaine.